Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons devoir parler d'un sujet que je peux rencontrer sur X ancien Twitter dans Espèces Données. Et ce sujet-là parlait de la tenue ou non des élections en République démocratique du Congo en 2028 et quelles seraient les potentielles conséquences si ces élections-là ne devraient pas avoir lieu. Alors, dans ce space, il y avait une forme de consensus qui s'est dégagé sur le fait de savoir que jusqu'à présent, il n'y a pas encore vraiment des signaux qui indiqueraient que il y aurait des élections en 2028 ou sinon qu'il n'y aurait pas un glissement quelconque. Alors, au-delà de ces consensus, il y avait ceux-là qui défendaient l'idée selon laquelle qu'il n'y ait pas tenu des élections au vu de la situation sécuritaire parce que c'est ce qui revenait le plus souvent comme étant argument que la situation sécuritaire est en train de bouffer en quelque sorte l'argent du pays qui devrait être utilisé pour autre chose, mais qu'en plus de cela, si on organisait des élections durant cette même période, les coûts de l'organisation des élections devraient encore beaucoup peser sur le pays. Du coup, au lieu d'organiser des élections, il serait mieux qu'on puisse attendre que la situation sécuritaire puisse être vaincue ou sinon terminée pour que on puisse avoir à organiser des élections. Et pour moi, je pense que je ne suis pas de cet avis-là parce que on ne doit pas tout mélanger. C'est vrai qu'il y a la situation sécuritaire qui fait mal à l'est du territoire congolais, mais il n'y a pas seulement qu'à l'est où il y a une situation sécuritaire qui préoccupe. C'est presque dans tous les territoires nationaux. Je n'aimerais pas citer ici toutes les poches où il y a l'insécurité qui revient depuis des années. Mais qu'en plus de cela, la situation de l'organisation des élections en 2028 est une situation purement politico-civile. C'est vrai que ça va prendre de l'argent, oui. Mais dire que nous devons attendre au-delà de 2028, ou sinon même qu'il n'y ait pas organisation des élections pour une raison quelconque qui pourrait être inventée dans les jours à venir, ou même changement de la Constitution pour maintenir le même pouvoir en place, je pense que ça serait incendier tout simplement le pays. C'est ça. Ça serait incendier le pays. Pourquoi je le dis? Parce que aujourd'hui, l'UDPS, ou sinon la majorité au pouvoir, croit que si Joseph Kabila a eu à quitter le pouvoir et n'a pas pu à renouveler, n'a pas pu à se présenter pour un troisième mandat en renouvelant ou à changer la constitution, c'est à cause d'eux. Alors que ce n'est pas du tout vrai à 100%. Je pense que ceux-là qui ont bonne mémoire peuvent se souvenir de la phrase de Mosengo qui avait dit à ce temps-là que le crétin puisse dégager. Ce n'était pas venu de l'IDPS. On connaît les conséquences, on connaît ce qui s'était passé. Aujourd'hui, le peuple que vous demandez que ces peuples-là puissent vous supporter encore un peu plus, ces peuples-là, qu'est-ce qu'il a eu à gagner durant toutes ces années que vous avez eu à diriger? Le social qui était votre cheval de bataille, ce social-là, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Le président, je n'aimerais pas faire passer des vidéos des promesses du président, des promesses de campagne, qui avait eu à promettre de l'emploi aux jeunes. C'est ce même président qui s'est ravisé en étant au pouvoir, disant que ce n'est pas lui de créer des emplois. Ce qui est une aberration, parce que d'ailleurs c'est constitutionnel. L'État doit garantir des emplois. Si l'État, le gouvernement qui est en train de nous diriger, est en train d'abandonner la plupart de ses responsabilités qu'il a envers le peuple qu'il est en train de diriger, pourquoi ce peuple-là devrait encore supporter sa présence, supporter son commandement? Je ne vois pas des raisons. Aujourd'hui, le social va de mal en pire. En 2023, oui, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Le président Tshisekedi a été voté, il est passé, oui. Bien qu'on ait eu à maquiller ou sinon à extrapoler cette victoire, mais sinon, c'est le cas. Mais c'était quoi la raison? C'est parce qu'il avait eu à faire une promesse. La promesse qui a été faite par le président Tshisekedi était qu'il doit retrouver ou recouvrer l'intégrité territoriale
de la RDC, de la manière dont il l'avait trouvé. Et si aujourd'hui, lui qui a eu à choisir le cheval des batailles diplomatiques par rapport à cette situation, n'arrive pas à retrouver, à recouvrer cette intégrité-là, pourquoi nous, on devrait continuer à le supporter jusqu'à ce que cette solution, jusqu'à ce qu'il va trouver cette solution, je ne sais quelle année. Si lui, il trouve que il a eu à démontrer ses limites par rapport à cette situation, bien qu'on organise des élections, c'est lui qui viendra comme président. Il sait que en s'installant ou en devenant président de la République, il y a une situation sécuritaire qui prévaut dans le pays et qu'il a le devoir de pouvoir mettre fin à cette situation d'insécurité, à cette situation où une partie de notre territoire est contrôlée par les rebelles. C'est ça, c'est simple. Aujourd'hui, les partis au pouvoir se croient être renforcés, traitant l'opposition de l'opposition Anzala. Oui, et c'est de leur faute à l'opposition. Ils ne sont pas organisés, ils n'arrivent pas à mener des actions concrètes pour mettre en difficulté le pouvoir en place. Mais il y a une chose à ne pas oublier, que même au-delà de l'opposition, qui est aussi en quelque sorte un peu vomi par le peuple parce qu'il n'y a plus vraiment une relation de confiance entre la classe politique actuelle et puis la population parce qu'il y a un fossé énorme qui s'établit entre ces deux classes. Si aujourd'hui, il y a ces fossés-là qui fait en sorte que la population ne puisse plus s'identifier même dans l'opposition, mais la population, le peuple existe en lui-même, le peuple. Il existe en lui-même. La nation existe en elle-même. Ce qui fait que ce peuple-là peut revendiquer. Et je suis sûr que c'est ce qui peut arriver. Si on arrivait dans des situations telles que on ne sait plus si le régime va partir ou non. Et c'est pourquoi j'aimerais quand même lire pour vous ces passages d'un livre que je suis en train de lire de Géné Sharp, Force sans violence, dans un paragraphe qu'il a eu à intituler « Ça s'appelle le pouvoir répressif ». C'est un passage que j'ai vraiment apprécié, qui rappelle au fait l'autorité du pouvoir du peuple dans la démocratie. Et dans toutes les sociétés, en fait, quelles que soient les formes, parce que si le peuple te vomit, si le peuple vomit un pouvoir, quels que soient les degrés de la dictature, quels que soient les degrés de répression que vous allez faire, ce régime finit toujours par tomber. Et c'est pourquoi j'aimerais lire avec vous ces petits paragraphes pour un peu voir le degré de la chose, afin de faire comprendre à ceux-là qui pensent que si l'opposition est faible aujourd'hui, ils peuvent faire n'importe quoi et le peuple sera là à voir, comme on a eu à voir la situation des rames où on a eu à voler la population directement dans leur poche à travers le rame, on détourne de l'argent, la corruption par-ci par-là, on choisit la justice choisit qui condamner, qui n'est pas condamné. Tout ça, on voit. Mais la patience du peuple, le peuple est toujours patient. Mais la colère monte lentement. Lisons ensemble ces paragraphes. L'autre manière principale d'employer la lutte non violente est de saper les sources du pouvoir, y compris dictatorial, contre lequel on est en lutte. Cette technique est efficace notamment dans le cadre de luttes visant à faire pression sur un gouvernement afin de le forcer à faire ou ne pas faire quelque chose, ou lorsque l'objectif de ces luttes est de renverser le régime en cause. Le principe en est simple. Les dictateurs ont tous besoin du concours des gens qu'ils gouvernent, sans lequel ils ne pourraient continuer à bénéficier des sources de pouvoir politique qui leur sont indispensables. Ces sources de pouvoir politique sont les suivants. Nous avons l'autorité ou la légitimité. La deuxième source étant les ressources humaines, c'est-à-dire les personnes ou les groupes qui obéissent aux dirigeants,
coopèrent avec eux ou les assistent dans l'exercice de leur pouvoir. Nous avons également les compétences et connaissances dont le régime a besoin et qui sont fournies par les personnes ou groupes qui collaborent avec lui. Nous avons également des facteurs intangibles, psychologiques et idéologiques qui peuvent conduire les gens à accepter le pouvoir dictatorial et à y coopérer. Nous avons également les ressources matérielles, le contrôle ou l'accès à la propriété, les ressources naturelles, les ressources financières, les systèmes économiques, les moyens de communication et de transport. Nous avons également les sanctions et punitions, qu'il s'agisse de menaces ou de faits visant à garantir la soumission et la coopération populaire, éléments essentiels au régime pour appliquer les politiques et se maintenir au pouvoir. Cependant, toutes ces sources n'existent qu'à la condition que le régime soit accepté par une population soumise, obéissante et qui coopère avec les institutions de cette société. Dès lors, on comprend que la force et l'existence même du pouvoir politique dépendent toujours de la réalimentation de ces sources par la coopération d'une multitude d'institutions et de gens. Or, cette coopération peut perdurer, mais aussi cesser. Dès lors, le pouvoir politique est toujours potentiellement fragile et dépend constamment de la société sur laquelle il s'exerce. La soumission et la coopération, ingrédients nécessaires aux dictatures, ne sont jamais garantis et chacune de ces sources peut faire l'objet de restrictions et même disparaître. Ainsi, l'action non violente peut cibler directement l'accès du gouvernement à ces diverses sources. Selon les situations, toutes les sources du pouvoir en place peuvent être affaiblies, sinon anéanties. C'est en effet la non-coopération et la défiance qui compromettent l'obéissance nécessaire à l'existence de tout pouvoir. Par exemple, le rejet de la légitimité des gouvernants donne à la population en général et aux aides du pouvoir une raison majeure de ne plus obéir. Or, la désobéissance massive et l'attitude de défiance et l'attitude des défis entraînent d'énormes problèmes quant à l'application des lois. Des grèves massives peuvent paralyser l'économie. Le refus généralisé des fonctionnaires de coopérer administrativement avec le pouvoir peut contrecarrer toute initiative gouvernementale. Des mutineries de la part des forces armées et policières peuvent empêcher le régime en place de réprimer les résistants non violents, le gênant ainsi considérablement et compromettant sa survie. Privé d'accès à ces sources diverses de pouvoir, le régime politique s'affaiblit et finalement se dissout. Les régimes meurent ainsi de la famine politique. Le régime meurt ainsi de la famine politique. Contrairement à ce qu'on peut croire généralement, les dictatures totalitaires dépendent elles aussi du soutien de la population et des sociétés qu'elles commandent. C'est ce que rappelait le politologue Karl W. Deutsch en 1953. Donc vous voyez que, quelle que soit la dictature, quel que soit le régime ou la force du régime en place, quels que soient les militaires qui sont à la cause du régime en place, lorsque le peuple décide, ses pouvoirs finissent toujours par vaciller. Et c'est pourquoi j'en viens à un appel au régime en place, au sens du patriotisme, au président de la République, de pouvoir sauver par patriotisme le pays,
en se disant que je n'aimerais pas jouer à ces jeux. J'ai à faire mes 2 mandats. J'aimerais laisser la place à une autre personne qui va venir parce que, à mon humble avis, j'ai fait ce qu'il fallait faire et il est important qu'une autre personne puisse venir continuer le travail. C'est ce sens de patriotisme et d'élégance démocratique qu'on aimerait voir en 2028 et non des scènes catastrophiques ou sinon des scènes où on va devoir compter les morts parmi la population parce que, on doit se le dire, au-delà de la situation sécuritaire qui prévaut à l'Est et d'ailleurs sur l'ensemble du territoire national, le social ne va pas non plus. Je vous dis et je vous remercie.